Alors, bonjour tout le monde. D'abord, merci à Boris, au comité organisateur, aux partenaires. Merci beaucoup à Stéphane aussi pour une super belle introduction. Donc, il a mis la table. Je suis très content. Nous, on va rentrer dans le concret, dans le vif du sujet. Si vous voulez, peut-être juste rapidement, donc je suis... bon, ça fonctionnait tout à l'heure, évidemment. Parfait. Donc, je suis Pascal Épine, le fondateur d'Atypique. Atypique, ça fait bientôt 23 ans. On est une agence qui travaille pour les causes. Donc, on n'a pas de clients qui n'ont pas une cause à vendre, un peu pour reprendre une expression de tout à l'heure. On faisait du marketing social avant même, je pense que le terme était utilisé. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est autant du fundraising, collecte de fonds, que de la communication marketing pour principalement des organismes à but non lucratif et des organismes de charité. Aujourd'hui, bon, je vais vous présenter deux campagnes pour aller dans le concret, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. On a vu des super beaux exemples tout à l'heure. Donc, j'aimerais partager avec vous un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ça, comment ça fonctionne exactement. Si vous avez des questions au fur et à mesure, moi, je suis très à l'aise, sinon ce sera à la fin. Mais gênez-vous pas s'il y a quoi que ce soit entre-temps. Alors, premièrement, il y a 3 étapes, je vais vous dire tout de suite. En fait, il y en a 4, là. Il y en a une que j'ai mis de côté. Je vais quand même l'aborder rapidement. La première phase, c'est vraiment la stratégie et l'idéation. Donc, quand on veut faire une campagne, il faut passer quand même beaucoup de temps sur cette étape-là. Et c'est souvent ce qui va faire le succès d'une campagne, donc de prendre le temps de réfléchir. Réfléchir à quoi? Réfléchir aux objectifs, évidemment. Réfléchir aux cibles. Ça va de soi aussi, parce qu'on ne peut pas parler à tout le monde. On a souvent des moyens limités, donc il faut être le plus efficace possible. Répondre à l'insight, l'insight qui serait, bon, si je devrais faire ça, mais je ne le fais pas parce que quelque chose. C'est souvent ça. Donc, on va aller vraiment creuser l'insight de nos cibles. Et ensuite, bien, on va créer une idée, on va travailler sur l'idée créative. Donc, ça, c'est la grande idée qu'on dit souvent. On veut avoir quelque chose, tout à l'heure, on en parlait, qui va frapper l'imaginaire, qui va attirer l'attention. Donc, l'idée créative, mais moi, souvent, je dis, c'est pas nécessairement la seule chose qui importe. Hein. On pense toujours que c'est la grande idée qui va faire la différence, mais le diable étant dans les détails, c'est souvent comment on fait la campagne, c'est quoi les mécanismes qu'on met en place qui vont aussi soutenir le succès. Bien évidemment, on va commencer à travailler dans cette partie-là sur les messages clés. On va les adapter aux différentes cibles si on en a plusieurs. Et puis, on va faire un visuel moteur, quelque chose qui a de l'impact. On en a vu des beaux exemples aussi. Dans cette phase-là, nous, on prend beaucoup de temps pour la recherche. C'est très important. Puis dans les exemples qu'on va aborder tout à l'heure, on va voir à quel point que ce soit de la recherche universitaire sur laquelle on se base pour faire nos campagnes, ou encore si on pense aux groupes de discussion aussi, qui sont un très, très bon moyen d'aller valider nos idées pour être certain que les cibles vont répondre à notre campagne. C'est aussi à ce moment-là qu'on va parler des indicateurs clés performance, parce que c'est super important. On ne peut pas faire tout le chemin à la fin de la campagne, se dire, oui, mais est-ce qu'on a réussi notre campagne? Donc, quels sont les indicateurs clés? Est-ce que c'est le nombre de visites sur notre site Web, sur notre page d'atterrissage? Est-ce que c'est le nombre de vues, le nombre de personnes qui ont regardé notre publicité? Donc, c'est important d'avoir une idée claire des indicateurs, de faire évidemment un budget puis un échéancier qui va de soi. Pour moi, on ne peut jamais passer trop de temps. Bien, il y a quand même des limites, mais sur la phase 1, et c'est vraiment l'étape la plus importante. La phase 2, c'est une étape qui est souvent problématique parce qu'une fois qu'on s'est tous entendus sur ce qu'on va faire, notre stratégie, là, on commence à faire vraiment la production. Donc là, on va faire la publicité si on en a une, on va commencer à écrire les publications pour les médias sociaux, et là, ça va commencer à se corser. On va se mettre on va mettre à rude épreuve nos premières idées. Et c'est souvent là que le client, dans notre cas, va commencer à changer d'idée, puis va dire, OK, oui, c'est intéressant, mais là, finalement, est-ce qu'on va aller plus vers cette direction-là? Alors, c'est important, lorsqu'on est dans la phase création-production, de rester vraiment, vraiment fidèle au travail qui a été fait, à ce qu'on a mis comme étant essentiel là, dans la phase 1. Au niveau du déploiement puis de l'optimisation, avant, c'était simple. On faisait une publicité, on achetait de la publicité à la télé ou à la radio, de l'affichage, et c'était pas mal fini.
On espérait que tout se passe bien puis que la campagne ait un bon résultat. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, avec le placement en ligne, ça nous permet de pouvoir faire de l'optimisation en temps réel. C'est-à-dire que quand on fait une campagne, pour nous, on va regarder à chaque jour, à chaque 2-3 jours, même au début de la campagne, pour voir comment les différentes audiences interagissent avec la campagne et apporter des changements. Si on voit qu'on s'est trompé, parce que, bon, ça n'arrive pas si souvent, mais ça peut arriver qu'on s'est trompé, on va pouvoir ajuster certains messages clés, on va pouvoir ajouter aussi certains visuels. Donc, tout ce qui est l'optimisation est absolument essentiel lorsqu'on fait une campagne sociétale aujourd'hui, surtout que le volet numérique, en général, prend beaucoup d'importance. Pourquoi? Un, parce que c'est pas mal plus abordable que la télévision, la radio, les grands médias. Et deuxièmement, parce que on est capable de mesurer beaucoup plus facilement. Donc, si je veux changer un comportement, c'est super intéressant. S'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, mais c'est super intéressant si je suis capable de capter les coordonnées, de faire un sondage, d'avoir des conversions, comme on dit, qui sont assez précises. La phase 4 dont j'aborderai pas aujourd'hui parce que pour moi, ça aurait pu être un sujet entier de la conférence, c'est vraiment le après. Donc, quand on fait de la publicité, beaucoup de publicitaires, d'agences de publicité vont faire justement un beau travail au niveau de la pub, mais par la suite, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui étaient intéressés? On attend dans 3 mois, 6 mois, 1 an pour leur reparler. Alors, nous, on a développé vraiment du marketing relationnel. Donc, vous pouvez imaginer quand vous avez des cartes de fidélité ou si vous êtes abonné à des infolettres ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment de créer une relation. Donc, ce qu'on va faire quand on fait une campagne, on va essayer de capter de l'information. Et une fois qu'ils nous ont donné de l'information, on va communiquer avec ces personnes-là tout au long de l'année par différents canaux. Ça peut être par téléphone, par SMS, par courriel. Donc, on va être en constante communication pour essayer de faire en sorte que le changement de comportement qu'on demande soit le plus possible, puisse être changé le plus rapidement possible. Donc, on va essayer d'avoir une conversation constante en utilisant différents points de contact après la campagne. Donc, c'est vraiment toute une mécanique qu'on a développée, mais comme je dis, c'est un petit peu trop chargé là, pour les quelques minutes que j'ai ce matin. Et aussi, bien évidemment, la phase bilan aussi. Il faut faire un bilan, les recommandations, puis essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Si on regarde les choses à faire et à ne pas faire, là, faire une campagne pour soi, c'est jamais une bonne idée. Moi, j'aime beaucoup faire l'analogie avec un cadeau. Il y a des gens qui vous offrent des cadeaux, c'est toujours agréable, mais ça vous est sûrement déjà arrivé que vous recevez un cadeau, puis vous dites la personne s'est fait un cadeau à elle-même. Son cadeau n'a rien à voir avec ce que j'aime, puis OK, j'espère que ma mère ne regarde pas parce que malheureusement, c'est souvent le cas, que j'aime beaucoup. Alors, on reçoit le cadeau et puis là, ma sœur et moi, on se dit « Ah, encore, elle s'est fait un cadeau à elle. » On est content, mais on aurait aimé ça qu'elle pense à nous. Donc, souvent, lorsqu'on fait une campagne, on est très institutionnel. Tout à l'heure, on parlait des gouvernements. On a une manière un petit peu comme... on se parle comme à nous-mêmes. Puis on le voit beaucoup dans les médias sociaux, comment c'est rendu flagrant. Là, tout le monde se parle juste entre eux avec le même langage. Donc, on n'est pas vraiment dans la conversation qui va nous aider à changer des choses. On est plus à se parler à nous-mêmes ou entre nous, en petits groupes. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est vraiment dissocier nos objectifs de communication comme organisation, puis de penser vraiment aux besoins de la cible. D'ailleurs, le deuxième point, bien, on a beaucoup de bias, de biais, comme on dit, et souvent, on pense pour la cible alors qu'on ne devrait pas. Alors, vous avez tous des idées lorsque vous essayez de rejoindre des publics en se disant, OK, par exemple, nous, tout à l'heure, on va parler d'une des campagnes qui était avec les femmes qui sont dans des situations précaires de pauvreté, principalement monoparentales. Moi, je ne le suis pas. Là. Je peux avoir beaucoup de préjugés, je peux penser connaître beaucoup, mais si je veux m'adresser à quelqu'un, il faudrait peut-être que j'apprenne à les connaître. Et les connaître, ça veut dire, oui, faire de la recherche, mais aussi, ça veut dire leur parler. Donc, on est vraiment dans ce que j'appelle l'empathie, qui est peut-être la plus belle qualité à avoir lorsqu'on veut faire du marketing relationnel. Nous, c'est une de nos valeurs chez Atypique. Donc, l'empathie, c'est la capacité à se mettre dans la peau de l'autre. Donc, c'est quoi ses attentes? C'est quoi ses besoins? C'est quoi son état d'esprit? Lorsque je vais faire ma campagne de fruits et légumes pour les femmes monoparentales, comment ils vont recevoir ça au juste? C'est quoi leurs autres tracas dans la journée? Comment je vais faire pour essayer de faire passer mon message, mais en étant conscient qu'il y a bien d'autres préoccupations que ce que j'essaie de passer? Donc, c'est vraiment de se mettre dans la peau de l'autre et c'est très, très important.
J'aime beaucoup cette petite phrase d'un célèbre, des génies tant qu'à moi, de communication marketing pub. Donc, le consommateur n'est pas stupide, c'est votre femme. Donc, oubliez pas que c'est pas le consommateur, c'est pas quelque chose qui est désintégré, là, c'est quelque chose qui est très, très concret. C'est nos mères, c'est nos fils, c'est nos amis, nos oncles. Donc, jamais oublier cette notion-là, même quand on ne vend pas un produit. Le ton moralisateur culpabilisant qui fait peur, on a vu des campagnes tout à l'heure qui fonctionnent bien, mais la peur fonctionne pas toujours et de moins en moins, je dirais. Et nous, on le voit juste dans la collecte de fonds. Si je fais des campagnes pour parler du cancer, puis que j'ai un ton très, très, très choc, la plupart des campagnes ne vont pas très bien fonctionner, puis ne vont pas se traduire, si j'essaie de faire de la collecte de fonds, avec des collectes de fonds qui vont être vraiment intéressantes. Donc, le ton moralisateur n'est pas très intéressant. On est plus dans la bienveillance, dans la complicité. Puis, il faut présumer de la vivacité des gens. J'avais la chance de parler il y a quelques semaines avec une de nos clientes, la directrice générale d'Éducalcool. Éducalcool qui est phénoménal. Je sais que si je regarde le nombre de visites qu'on a d'Éducalcool, je pense qu'il y en a plus en France, depuis la France que du Québec, qui ont fait beaucoup pour faire en sorte que les Québécois et les Québécoises boivent avec modération. D'ailleurs, leur slogan « La modération bien meilleur goût » est devenu vraiment un slogan qu'on utilise à toutes les sauces, tous les jours depuis déjà 30 ans. Donc, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Puis ce qu'elle me disait, puis je trouvais ça formidable, c'est qu'elle disait, on a fait bien, mais il y a certaines cibles qu'on essaie de rejoindre, puis je pense qu'il va falloir les traiter comme, pas faire appel à leur intelligence, à leur capacité de prendre conscience du comportement qu'ils ont et voir comment ils sont capables de changer aussi. Donc, on va pas leur dire exactement comment faire, tu dois consommer ça, mais on va commencer à leur dire, pense à ce que ça va faire si tu consommes ça, puis fais vraiment de l'introspection. Donc là, on fait appel vraiment à la vivacité d'esprit des gens, puis je trouve que c'est quelque chose qui manque souvent, on le voit. J'ai suivi beaucoup la campagne présidentielle cette année, et puis on le voit là, avec des fois, on prend les gens comme, on fait des raccourcis, un clip de 10 secondes pour un sujet super important, mais c'est juste n'importe quoi. Là. On pense que les gens, ils sont pas intelligents, ils vont pas comprendre. Donc, il faut prendre le temps puis vraiment faire appel plutôt à leur vivacité d'esprit. Souvent, on pense que de faire appel à un porte-parole, une personne connue, ça va vraiment aider à une campagne, puis c'est pas vraiment tout à fait le cas. Souvent, ce qui va vraiment marcher, c'est lorsque il y a un lien, il y a une histoire, il y a une raison pourquoi cette personne-là veut utiliser sa célébrité, sa notoriété pour appuyer une cause. Donc, si j'ai Valérie Lemercier ou Afida Turner qui veut supporter ma cause, je faisais exprès un peu, là, c'est tout un personnage. Bon, tout ça pour dire que c'est pas nécessairement bon pour ma cause. Ça veut pas dire que même si elle rejoint cette personne-là, la cible que je souhaite rejoindre, que ça va être gage de succès. Donc, on veut vraiment quelque chose qui est dans l'ordre du storytelling, qui fait en sorte qu'on va croire vraiment la personne lorsqu'elle va nous parler pour nous aider à cheminer. Souvent aussi, on pense qu'on va faire une campagne et c'est tout. Là. Une campagne, si Éducalcool est aussi fort en prévention des abus en alcool au Québec, c'est pas parce qu'ils ont fait juste une campagne, c'est parce que ça fait 30 ans qu'ils font des campagnes année après année. Donc, la répétition fixe la notion, ce que un de mes amis me rappelle sans cesse. Donc, il faut récidiver, il faut s'assurer qu'on entretient une relation avec les personnes qu'on rejoint et on essaie de maintenir l'engagement. Donc, c'est qui faisait un petit peu le tour avant que je vous présente des campagnes qui ont fonctionné assez bien. La première, c'est Détrônons le cancer. Donc, je pense que vous connaissez l'expression trôner. En tout cas, nous, on utilise ça, puis on m'a dit qu'en France aussi. Donc, il fallait parler du cancer du côlon, dont le test est finalement de prendre un échantillon de ses selles. Donc, il n'y a rien de vraiment super intéressant. On peut tomber dans le mauvais goût. Donc, comment on fait pour faire en sorte que les gens vont être intrigués, vont vouloir en savoir plus sur le test. Donc, on a imaginé cette campagne-là qui était particulièrement intéressante. Le porte-parole ici a fait un travail exceptionnel
Et ça a été beaucoup d'audace de la part du client de l'approcher parce qu'il venait tout juste de perdre son père. Il y avait à peine 6 semaines du cancer du côlon, son père étant un chanteur très, très connu au Québec et lui-même étant un chanteur aussi. Alors, on a parlé au client, on lui a dit, on croit qu'il y a quelque chose d'intéressant, puis on peut l'approcher d'une manière très douce par l'entremise de son gérant. Et peut-être, qui sait, ça va lui faire plaisir de pouvoir en parler. Et en effet, ce qu'il nous a dit, c'est que ça a été une manière pour lui de vivre son deuil, de pouvoir en parler, puis de pouvoir agir sur quelque chose qui était trop tard. Quand ton père est décédé de ça, ben tu peux plus rien faire. Mais au moins, si tu dis, si je suis capable de convaincre des gens de faire le test, ben peut-être que les gens vont pouvoir s'en sortir. Surtout que s'il est prêt à temps, c'est un cancer qui se guérit super bien. Mais malheureusement, les gens faisant pas ce test-là qui est accessible vont souvent se trouver malheureusement presque en phase terminale lorsque le cancer est découvert. Donc, je vais vous faire écouter la publicité. Cette campagne-là, qui a eu des très, très bons succès, a été faite avec un budget très, très minime. Puis ça, je trouve ça important aussi parce que des fois, on pense que pour faire des bonnes campagnes sociétales, il faut absolument de gros budgets. Celle-là, le budget était très minime, mais l'impact n'a pas pour autant été petit. Ici Ludovic Bourgeois. Le cancer du côlon trône au 2e rang des causes de décès par cancer au Québec. Mon père Patrick en est décédé. Mais saviez-vous que 2 minutes suffisent pour faire un test de dépistage sans douleur à la maison? C'est vraiment important pour moi que les gens sachent que le cancer du côlon peut être traité s'il est pris à temps. C'est pour moi une façon de transformer mon histoire en quelque chose de positif. Si vous avez entre 50 et 74 ans, la Société canadienne du cancer vous encourage à parler de ce test avec votre médecin. Donc, très sobre, mais très touchant. Les gens connaissent leur histoire, regardent la publicité. On essaie de rejoindre les personnes de 50 à 74 ans, surtout les hommes, parce que c'est eux qui sont le plus réfractaires souvent à faire ce genre de tests-là ou être en prévention. Dans les études qu'il y avait, en tout cas, ça ressortait. Et on était très heureux de savoir que la plupart des gens qui sont allés sur le site, qui ont cliqué, étaient des hommes de 65 ans et plus. Donc, ça veut dire que ça leur a parlé. Pourquoi ça leur a parlé? Nous, l'histoire derrière ça, Atypique, on s'est dit, les histoires, puis on avait vu beaucoup de films récemment québécois qui fonctionnaient très bien entre le père et le fils, parce que c'était vraiment quelque chose qu'on abordait peu avant au cinéma. Donc, on s'est dit, l'histoire d'un père et de son fils, ça va résonner auprès des hommes qu'on essaie de rejoindre. Et le pari, ben, ça a été remporté parce que c'est vraiment ça qui a fait la différence, puisque les gens se sont sentis interpellés, ont pensé à leur fils, les fils ont pensé à leur père aussi, donc ça s'est propagé. Puis c'était vraiment vu, c'était vraiment souhaité, c'était ça l'objectif. Et aussi, ce qui était super intéressant, c'est qu'il y a eu un test, comme ce test-là existait avant, il y a eu un sondage avant la campagne, parce que souvent, c'est ce qu'on va essayer de faire lorsqu'on parle d'indicateurs de performance. Donc, on savait qu'on était autour de 20% de connaissance du test. Et seulement avec cette campagne-là, on est passé de 20 à 32%, ce qui est quand même immense par rapport au budget qui a été accordé. Donc, quand je vous dis que des petits moyens quand même peuvent donner des bons résultats, ça, c'en est un qui est intéressant. Puis, j'aimerais aussi vous partager la vidéo des clientes, justement, et de notre chère Ariane, notre directrice de création, qui est la Don Draper des causes, qui vont un peu expliquer comment ça s'est passé. Et puis, je leur laisse la parole. Le cancer colorectal est le 2e plus meurtrier au Québec. C'est donc dans une optique de prévention que la Société canadienne du cancer a voulu faire connaître le test de dépistage immunochimique de sang occulte dans les selles, le test Rossi, une méthode de dépistage rapide, non invasif, qui se fait simplement à la maison. Exactement. Puis ce cancer, en fait, il est asymptomatique et souvent chez les personnes de 50 ans et plus. Alors, l'objectif de campagne de la Société canadienne du cancer était d'informer les hommes et les femmes de 50 à 74 ans sans symptômes de la connaissance de ce test et l'importance d'en parler avec leur médecin. On avait aussi le désir d'informer les médecins omnipraticiens de la campagne pour les inviter à ouvrir le dialogue avec leurs patients de 50 à 74 ans. Donc, quand la Société canadienne du cancer nous est arrivée avec ce brief-là, on peut dire qu'on avait de beaux défis créatifs devant nous, mais c'était super stimulant de commencer à travailler à les relever. Un premier défi, c'était de trouver le bon ton. On ne voulait pas tomber dans le mauvais goût ni faire peur aux gens.
le tabou du fameux test, on parlait quand même d'un test de prélèvement de sel, on s'est dit, on ne peut pas faire abstraction de ce tabou-là. On a fait le pari que c'était plus porteur de l'assumer, parce que bon, c'était l'éléphant dans la pièce. Quand la Société canadienne du cancer nous a parlé de cette fameuse statistique comme quoi le cancer colorectal est le deuxième plus meurtrier, il trône au deuxième rang. On a allumé sur le mot trône. Ce qu'on a aimé dans le concept qu'Atypique nous proposait, c'était vraiment la touche d'humour qu'il avait réussi à installer dans un sujet qui était quand même assez sérieux. Puis pour couronner le tout, Ludovic Bourgeois a accepté d'être porte-parole de la campagne. Et quelques temps après que son père, Patrick Bourgeois, soit décédé du cancer colorectal. Puis avec son vécu touchant, avec son authenticité et sa popularité notoire au Québec, Ludovic Bourgeois a réussi vraiment à rejoindre notre cible et même leurs enfants. Ce soir, on change les rôles, ma main sur ton épaule. Faire du bruit, c'est mon métier. Comme le cancer du côlon est silencieux et est souvent sans symptômes apparents, je vous invite à faire du bruit avec moi durant le mois de sensibilisation. Brisons les tabous, parlons de prévention, parlons de dépistage. Vous avez peut-être un proche de 50 ans et plus qui ne connaît pas encore le test de dépistage qui se fait à la maison. Et grâce à vous, il va peut-être en parler à son médecin. C'est comme ça qu'on augmentera les chances de survie. Ensemble, faisons du bruit. Ensemble, détrônons le cancer du côlon. Ce que je vous dirais, c'est que vous pouvez imaginer que cette portion-là, qui était une capsule en soi, ça a été plus important en termes de visionnement que la publicité. Donc, la publicité, oui, c'était bien, mais nous, ce qu'on va vraiment faire quand on fait du marketing sociétal, on va aller chercher des témoignages. C'est à ça que les gens répondent. Les gens répondent rarement avec une institution, un organisme, un gouvernement qui leur dit de quoi faire. Mais lorsque ça vient d'une histoire de quelqu'un, un patient, quelqu'un qui a accompagné un proche, ça a toujours un grand impact dans le succès d'une campagne. Donc, le storytelling, encore une fois, c'est vraiment important. Puis, le rôle qu'il a joué, c'était pas juste d'être là un petit peu la voix dans la publicité, comme on a vu tout à l'heure, mais vraiment de créer des capsules où on a pu avoir la chance de l'entendre sur son histoire. Puis, c'est ça qui est vraiment été chercher le cœur de notre clientèle. On tombe dans un autre registre. Oui, et puis on était super heureux en 2019. Ça a gagné le prix des campagnes en cancérologie pour promotion et prévention. Nous, les prix, on s'en fout toujours. C'est pas ce qui est important. C'est un peu contradictoire parce que j'en parle, mais ce qui nous touche beaucoup, c'est de savoir qu'avec la bonne méthodologie, peu importe si on est un gros organisme ou un petit organisme, les moyens sont grands ou plus petits, on est capable d'aller chercher vraiment quelque chose qui va avoir un impact. Puis nous, les résultats, c'est vraiment là-dessus qu'on est obsédé. C'est pas d'avoir la plus belle publicité, ça, on s'en fout un peu. Est-ce que la publicité fonctionne? Est-ce qu'on arrive à aller chercher notre cible? C'est vraiment ça qui est notre focus premier. La seconde des dernières campagnes que je vais vous présenter, c'est une campagne que j'aime beaucoup. On a eu beaucoup de plaisir à le faire. Puis, ce qui m'intéresse beaucoup ici de partager, c'est la méthodologie de travail. On a eu la chance de travailler avec des universitaires spécialisés au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation. Donc, c'est une équipe de recherche d'environ 3 personnes qui ont fait des recherches exhaustives auprès des clientèles qu'on devait cibler et avec lesquelles on a beaucoup interagi. Et souvent, ce qui se passe, vous le savez, lorsque le milieu scientifique, le milieu du marketing, on a comme un peu c'est pas toujours si facile que ça, mais la collaboration, c'est important et le respect des compétences de chacun est important. Puis pour faire une bonne campagne, il faut avoir de l'humilité d'un côté comme de l'autre. Du côté des chercheurs comme du côté des marketeurs, il faut être capable de pouvoir bien comprendre le travail de l'autre, puis se laisser influencer. Alors, le succès de cette campagne-là, pour nous, on l'attribue beaucoup au succès de la recherche des chercheurs. Et aussi, on avait eu la chance de pouvoir parler à beaucoup d'organismes. Donc, on est allé voir des organismes terrain pour aller valider ce que les chercheurs avaient fait. On leur a reparlé, on a revérifié si les messages étaient bons pour les cibles. On a vérifié finalement tous les textes, les visuels. Donc, il y a vraiment eu un travail d'une grande ampleur au niveau de la recherche et de l'analyse pour ensuite arriver avec une publicité qui était ludique, qui était amusante. J'aime les fruits et légumes. Puis, on est allé quand même
quand même assez loin, dans le sens où, loin, vous en jugerez, mais mettons notre personnage de patate, c'était 50 nuances de patate, donc 50 Shades of Grey. Donc, on s'amusait un petit peu sur le côté flirtatious, tout ça. Et la publicité qu'on a fait, c'est une émission, je n'ai pas trouvé l'équivalent en France, je suis certain que ça existe. C'est une vieille émission des années 80 qui s'appelait Coup de foudre, où on ne voyait pas les 3 candidats. Il y avait 3 candidats et la personne devait, juste au timbre de la voix, des réponses, décider qui était le match de sa vie. Il y a quelque chose qui existe, je suis sûr, ici, c'est impossible, ça n'existe pas. Donc, c'était très drôle de s'amuser avec ça et de créer vraiment des personnages, donc la carotte, qui est facile à aimer, 50 nuances de patate. Donc, on s'est vraiment arrivé à les rendre un petit peu coquins. Et puis, pourquoi on a utilisé ce ton-là? C'est parce que c'était dit que pour la clientèle qu'on essaie de cibler, comme je vous dis, principalement femmes monoparentales en situation de précarité, l'humour était vraiment quelque chose qui était super important. Puis, il faut savoir qu'au Québec, il y a un niveau d'analphabète fonctionnel, on va dire, là, qui est quand même très élevé. Donc, il fallait avoir des choses super visuelles, presque pas le mot, mais en même temps, c'est quand même beaucoup de messages qu'on devait passer. Donc, on est allé avec vraiment l'humour et ça a fonctionné d'une manière assez éclatante. Un taux de conversion de 98% sur le site web, ça veut dire qu'une fois que les gens arrivaient sur le site web, ils restaient. Un taux de conversion de 98%, presque, là, à 0,2%. Moi, j'ai jamais vu ça dans ma carrière, là. Je veux dire, c'est juste exceptionnel. Les gens, il y avait un petit concours associé à ça, parce qu'on savait que le concours, c'était un moyen de les engager, de les intéresser. C'est un petit peu notre appât. Mais nous, quand on fait un concours avec nos clients, c'est jamais juste un concours pour gagner quelque chose. Là, évidemment, c'est un panier. Bon, c'était lié à l'alimentation. Mais nous, on en profite toujours pour poser des questions, des vraies questions qui vont leur faire prendre conscience. Donc, en général, c'est 3 questions, mais qui sont là du temps pour pouvoir leur proposer du contenu additionnel et de les faire réfléchir davantage. Donc, ils ont vu la publicité, s'inscrivent à un concours, mais avant de s'inscrire au concours, on leur pose des questions et ensuite, évidemment, parce que le consentement, c'est important, on leur demande si on peut communiquer avec eux par la suite. Et vous avez vu, je pense qu'on peut voir ici, sur les 20 474 personnes qui ont participé au concours, c'est 19 912, c'est 19 personnes sur 20 qui ont dit oui, donnez-moi de l'information et avec qui on continue ce que je vous disais, le parcours de marketing relationnel, parce que ça veut dire maintenant, notre client a 20 000 personnes qui sont dans notre clientèle cible, qui sont intéressées à notre message et avec qui on peut poursuivre la réflexion avec différentes séquences de communication au cours de l'année. Donc ça, c'est super intéressant. Et comme porte-parole, encore une fois, on a trouvé que c'était intéressant d'aller chercher Mélissa Bédard, qui est une chanteuse super populaire présentement au Québec et qui a eu une vie très difficile, mère monoparentale, difficultés financières avant de connaître le succès. Donc, vous comprenez qu'on parlait, la bonne personne parlait à la bonne cible parce que les gens se reconnaissent quand ils rencontrent Mélissa. Et puis, pour le plaisir, je vais vous montrer la publicité qu'on a fait. Je suis une carotte facile à aimer, facile à préparer, facile à croquer. Tes enfants vont m'adorer. Pour toi, je me garde en forme. Range-moi au frigo et je resterai craquant. Avec moi, c'est 50 nuances de patates. Faut bien varier les plaisirs. Je sais pas lesquels choisir. C'est difficile. Mais je les aime tous. Je les prends tous. Ah! Les fruits et légumes qu'on aime, retomber en amour avec eux n'aura jamais été aussi bon pour vous et votre portefeuille. Très simple, très ludique, ça fonctionnait très bien. Un des grands enjeux, c'était le côté monétaire. Les fruits et légumes, ça coûte quand même assez cher. Donc, comment on adresse ça? On leur donnait des moyens de bien comprendre d'abord où les acheter, à quel moment, d'acheter des légumes de saison. Puis surtout aussi, lorsqu'on arrivait sur le site web, c'était du contenu intelligent. Donc, comment on les cuisine? Parce que beaucoup de gens ne savent pas cuisiner. Très bien. Ensuite, beaucoup de gens dans notre clientèle cible n'a pas beaucoup d'outils de cuisine pour cuisiner, donc c'est encore plus difficile. Donc, il fallait arriver avec des choses qui sont faciles à cuisiner, avec peu d'outils et qui sont bons pour la santé. Donc, c'est le genre de travail qu'on a fait. Donc, ça, c'est du contenu riche. Donc, tout ce qui est la création de contenu, une fois que la publicité a été faite, c'est ça qui fait en sorte que les gens vont continuer à apprendre, vont continuer à tendre vers les changements de comportement souhaités. Alors, c'est ça en quelques minutes que je voulais vous proposer
aujourd'hui. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Il y a une question. Moi, j'ai une question. D'accord. Vous avez dit Je crois que je dois vous donner ça. Ouais. Comme ça. On a fait travailler les chercheurs. Voilà. Et après, on est allé revalider sur le terrain. Alors moi, j'ai envie de vous dire à quoi ils ont servi les chercheurs. Ouais, non, merci. Je crois que c'est moi qui n'a peut-être pas été très clair. Une fois qu'on a regardé la recherche, on a fait les créatifs, on a fait le visuel moteur. Et ce qu'on a fait, qu'on est allé revoir sur le terrain, c'est le visuel, c'est le fruit de notre travail. Donc, entre ce que les chercheurs avaient trouvé, et ce que nous, on avait décidé de faire comme concept, on voulait revérifier que le concept était bien. Parce qu'eux n'avaient pas fait la recherche sur le concept. Ils avaient fait une recherche sur qu'est-ce qui intéresse cette clientèle cible, par quels moyens les rejoindre. Donc, on avait de l'affichage, mais de l'affichage dans des endroits très ciblés, dans des quartiers où il y avait le plus de population défavorisée. On avait, différents trucs et c'est ça qu'on voulait aller tester avec les organismes pour être certain qu'on se trompait pas. Le concept aussi était vu comme un peu osé parce que c'était quand même financé par le gouvernement du Québec. Donc, les petites références à 50 Shades of Grey, une carotte qui est facile à aimer, mais qui est quand même facile aussi. Donc, on se demandait jusqu'où on peut aller et c'est là que les organismes nous ont dit, vous pouvez aller beaucoup plus loin même si vous voulez. Parce que notre clientèle est prête à recevoir ce genre d'humour-là. Puis au contraire, si vous voulez les rejoindre, ça va être une bonne chose. Donc, ça a été super intéressant et ça l'a juste confirmé finalement, il n'y a pas eu de modification. On a présenté juste un concept et il y a pratiquement pas eu de modification sur la campagne, mais ça nous a permis d'aller revalider que ce que les chercheurs avaient fait, ce que nous, on avait fait comme travail, bien, ça faisait encore du sens une fois que la campagne était faite. Donc, c'était vraiment en mode de groupe de discussion. On présentait les publicités aux organismes, on allait voir si ça faisait du sens pour eux puis pour les clientèles qu'ils desservent. Donc, c'est à peu près une vingtaine d'organismes en tout qui desservaient une grande partie de la population. Donc, ça a été super enrichissant. Une des choses, par exemple, qu'ils nous ont donné que ni les chercheurs ni nous, on avait vu, alors que c'est notre métier, c'est vraiment le côté, le peu de mots. Donc, on a réduit beaucoup, même si c'était pas très gros, on a décidé de réduire beaucoup les textes. Donc, c'est devenu pratiquement juste du visuel, mais ça, c'était vraiment probablement le commentaire le plus intéressant qui nous a aidé à faire une campagne qui était meilleure aussi. Est-ce que ça répond bien à la question? Oui. Juste une précision sur les... Merci. Sur les organismes, quand vous dites les organismes, c'est quels organismes? Est-ce que c'est des associations? Est-ce que c'est des organismes sociaux? Oui, des organismes communautaires. Nous, on les appelle les organismes communautaires, des associations aussi. Donc, c'était vraiment des organismes terrain qui travaillent directement avec les populations qu'on essaie de rejoindre. Donc, des gens qui, dans leur parcours, vont finir par cheminer à travers ces organismes-là. On a un filet social quand même très important au Québec. Comme ici, beaucoup d'organismes, encore en termes de proportion, même encore plus d'associations d'organismes que dans le reste du Canada. Donc, c'est vraiment une mine d'or pour nous lorsqu'on fait le travail d'aller consulter les gens qui travaillent directement avec eux. Et techniquement, ça se passe comment? Parce que vous me dites 80 organismes, ça paraît beaucoup. C'est des focus groups? On fait des focus groups, c'est ça, oui, exactement. Des fois, on en fait plus, des fois, on en fait moins. On avait fait des focus groups aussi avec la première campagne, mais ça, c'était directement avec les cibles. Donc, ça, c'était pas à travers des organismes. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec des organismes parce qu'on a appris beaucoup. Ils connaissent très bien les gens qu'ils desservent, leur clientèle aussi. Donc, c'était très intéressant. Puis, ça nous donnait une perspective beaucoup plus grande parce qu'il y avait des organismes de différents horizons qui arrivaient avec des commentaires qui étaient super pertinents. Donc, on peut le faire directement avec la cible ou on peut le faire à travers des organismes. On fait les deux dépendamment des réalités des clients aussi et qu'est-ce qui est possible de faire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une seconde question? Oui. Donc c'est ça, c'est pas une question, mais simplement en France, ça m'a fait penser votre campagne pour le dépistage du cancer colorectal. Il y a une caisse primaire d'assurance maladie dans un département qui avait fait une affiche et ils avaient mis en fait un toilette
carrément, et ils avaient marqué « Ne tournez pas autour du pot, dépistez-vous ». Donc, du coup, ça m'a fait penser à ça. Ils ont vraiment mis du coup, l'accent là-dessus. Ah, super intéressant. On s'est beaucoup questionné si dans le visuel moteur, on devait mettre une toilette vraiment ou pas. Puis là, bon, on a décidé d'aller vers quelque chose qui était plus suggestif, mais nous aussi, on a tourné autour de la question quand même beaucoup. Puis on a fait toutes les blagues qui étaient possibles de faire là, pour les sortir de notre corps là, quand on était en mode création, là, tout ce qu'il fallait pas faire pour arriver finalement à quelque chose qui faisait du sens là. Dans le Canada anglais, ils avaient fait une campagne assez intéressante où un type arrivait à l'emploi. On lui présentait, donc il y a un monsieur de 58 ans qui est à son poste et qui bosse. Et là, le patron passe avec la nouvelle recrue de 24 ans puis dit « OK, ben, je te présente Thomas. Okay, qu'est-ce qu'il va faire, Thomas? Ben, il va faire le suivi de tel truc. Puis le gars, il fait « Mais c'est moi qui fais le suivi de tel truc. » Et la conclusion, c'était « Après 50 ans, watch your butt. » Et c'était la campagne du côté anglais au Canada. Au Québec, beaucoup des campagnes qui sont faites, le gouvernement va donner des fonds à un organisme ou quelques organismes pour effectuer les campagnes. Donc, c'est toujours intéressant parce que d'abord, on a comme deux clients. Il y a le bailleur de fonds, évidemment, qui est le gouvernement, qui a quand même toutes ses limites dans ce qu'il veut faire. Puis ensuite, ben, tu as l'organisme. Donc, c'est toujours des composantes qu'on doit jouer qui sont quand même... C'est un équilibre assez fragile entre être créatif, arriver à faire ce qu'on veut, mais en même temps respecter aussi les limites. Donc, ce genre de message-là qu'on a vu au Canada, ben, c'est un petit peu plus difficile quand c'est financé par le gouvernement du Québec, où là, ben, justement, en termes d'humour ou jusqu'où on va aller, ben là, il y a souvent des restrictions, puis ça devient un petit peu plus difficile, mais en même temps, moi, j'aime ça. Plus qu'on a de contraintes, ben, ça permet aussi d'être plus créatif, donc c'est pas si mal non plus, là. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Merci. Pascal Lévy. Merci beaucoup. Merci. Son intervention très intéressante.